Moi, j'ai un franc-parler. Donc, face à quelqu'un qui va aller plutôt dans des circonvolutions, qui va pas aller droit au but, je perds très vite patience. On ne s'impose pas avec des cris, des attitudes désobligeantes. On s'impose avec son travail. Je me suis dit, mais je veux pas partir comme ça. Ils vont garder Pas cette sur image cette de note. moi. En plus, on est dans un milieu qui est tellement petit. Quand demain, quelqu'un va venir lui demander, alors tu la recommandes? En fait, la phrase de la fameuse valeur travail est revenue. Entre nous, on peut tout se dire. Et surtout, on peut être soi, sans langue de bois. Parce que nos voix comptent. Et nos histoires aussi. Bienvenue dans Moussoya, votre espace de parole libre, De partage et de sororité. Ici, on parle vrai. On parle sans filtre. On parle de tout ce qui touche les femmes. Installez-vous, on démarre une nouvelle causerie. En tant que femme, arrivez-vous à vous affirmer comme vous le voulez dans le monde professionnel? Sinon, qu'est-ce qui vous bloque? Si oui, qu'est-ce qui a changé dans votre carrière quand vous avez appris à porter votre voix de façon plus assumée? Alors, ça n'a pas été automatique. Ça m'a pris un peu de temps. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec le temps, avec l'âge, j'ai appris à plus m'affirmer. Mais moi, je me considère, avant d'être une femme, je me considère d'abord comme un cadre dirigeant du groupe auquel j'appartiens. Et en l'occurrence, je suis aussi une femme. Je pense que la chance que j'ai, c'est que j'évolue dans un milieu qui est assez mixte. J'ai grandi également avec des parents qui m'ont toujours fait comprendre que j'étais capable de la même chose que n'importe qui, être homme ou femme. J'ai également un mari qui me soutient, qui n'a jamais questionné mes projets professionnels et qui est mon plus grand promoteur. Je pense même parfois qu'il me fait plus confiance que moi-même. Et donc ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Le fait aussi d'élever des filles, d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui nous pousse à nous interroger sur le modèle qu'on veut transmettre et ce qu'on veut qu'elles prennent comme place quand elles seront dans le monde professionnel aussi. Donc ça m'a aussi aidé à mieux, je dirais pas m'affirmer ni m'imposer, parce que m'imposer, c'est comme si je n'avais pas de place. C'est trouver ma place et surtout ne pas m'excuser pour ce que je suis. Alors, en tant que femme dans un milieu professionnel dans lequel j'évolue, qui est majoritairement composé par des hommes, pour moi, comment dirais-je, c'est toute une question de volonté. Pour moi, c'est pas l'environnement qui définit l'individu, mais c'est que nous devons nous-mêmes nous adapter à cet environnement-là, sans pour autant nous dénaturer. Donc, je suis dans un environnement très masculin et je fais ce qu'il faut pour pouvoir prendre ma place dans cet environnement-là, tout en gardant mon statut de femme, tout en gardant ma féminité et tout en gardant ces valeurs qui font de nous des femmes des êtres persévérantes, qui sont résilientes, beaucoup plus résilientes sur certains plans que ne peuvent l'être d'autres personnes. Et pour moi, il n'y a pas de... Je me suis jamais posé la question à savoir est-ce que j'ai ma place ou pas. Je suis là et j'occupe la place et puis c'est tout. Donc je me pose pas trop de questions et je me définis pas comme étant une privilégiée. Pour moi, voilà, ça va comment dirais-je, c'est dans l'ordre normal des choses. Il n'y a pas besoin de s'infliger une pression inutile. Je fais ce que j'ai à faire et sans complexe vis-à-vis des hommes qui sont dans ce métier. Je pense que j'arrive à porter ma voix. C'était un tout petit peu dur au début parce que je suis dans un domaine qu'on dit d'homme. Mais après, s'il y a quelque chose à changer, c'est plus au regard des hommes dans ce milieu-là. Mais je pense que ça fait quand même un bout de temps que je suis là, donc j'ai réussi à m'imposer d'une certaine manière. Ils n'ont pas le choix, ils vont faire avec moi. Quand on parle de trouver et d'écouter sa propre voix en tant que femme, on évoque très souvent la confiance en soi et l'assurance. Et bien sûr, ce sont deux aspects qui sont très importants. Mais aujourd'hui, nous voulons explorer la question autrement dans Moussoya. Et si le véritable enjeu résidait dans la présence? Cette aptitude à s'imposer naturellement, rien que par qui l'on est. Nous le savons déjà, les femmes sont intelligentes, elles sont compétentes, elles sont des leaders, que ce soit de façon discrète ou visible dans tous les domaines de la vie.
Pourtant, beaucoup d'entre nous arrivent dans le milieu professionnel avec le sentiment qu'elles doivent s'endurcir, se préparer à l'excès ou encore se faire petite ou même être parfaite avant de prendre de la place. Tout simplement parce que nous avons été conditionnés à croire que le leadership et l'autorité revenaient naturellement aux autres. Dans ce contexte, l'assertivité devient quelque chose de beaucoup plus profond que le simple fait de parler plus fort. Il s'agit d'avoir une confiance en soi bien ancrée, d'avoir la conscience de soi, la clarté, une autorité sereine et la capacité à se sentir en phase avec soi-même tout en s'affirmant pleinement. L'épisode de ce jour est intitulé « Être femme aujourd'hui, comment trouver sa voie et s'imposer dans un milieu professionnel dominé par les hommes ». Dans cette conversation, le but est de nous aider à trouver notre voie, notre visibilité et à prendre notre place dans les espaces où nous évoluons. Alors pas par imitation, non par agressivité, encore moins en devenant des versions plus dures de nous-mêmes, mais tout simplement par la pratique, par l'expérience et par une confiance en soi bien solide. Je suis Rita José Seri et vous êtes dans Moussoya. Très ravie de vous retrouver pour un autre épisode de Moussoya et comme vous le savez, nous sommes toujours en compagnie de Mousso et aujourd'hui j'ai envie de dire des Mousso pros, pour ainsi dire, des dames qui évoluent dans leur milieu professionnel avec affirmation, avec sérénité. Et aujourd'hui nous allons parler justement du milieu professionnel qui est majoritairement dans plusieurs domaines dominé par des hommes. Donc, mesdames, ravis de vous avoir sur cet épisode de Moussoya. Bienvenue dans la maison. Je vais vous demander tout de suite pour nos internautes qui nous regardent de vous présenter à tour de rôle. Je vais commencer par Madame Azoumé. Bonjour à tous. Donc, Joël Azoumé Alao, Alao parce que mon mari y tient, c'est mon nom d'épouse. Donc, j'ai à peu près 25 ans d'expérience dans le domaine financier. C'est passé à la fois dans le domaine bancaire et dans les télécoms. Et je dirige aujourd'hui les partenariats et le développement commercial pour nos 17 pays, Orange Money et Orange Bank, pour le groupe Orange. Alors, je suis Sonia Guiza, je suis journaliste donc à NCI. Et à côté, je suis distributrice de films. Donc, je vends des films, comme j'aime dire, je suis vendeuse de films en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et j'essaie de faire exporter et voyager les films ivoiriens le plus loin possible. Et depuis à peu près 1 an, 2 ans, j'organise un festival de films ivoiriens à Paris qu'on appelle Paris Ivoire Cinéma. Bonjour, je suis Germaine Jane. Je suis dans le secteur bancaire et financier depuis 25 ans, tout comme Joël. J'ai un parcours dans la banque commerciale, dans le groupe Ecobank. Et après ce parcours en banque commerciale, j'ai rejoint la banque d'affaires et banque de marché au niveau de la banque régionale de marché. Et depuis un peu plus de 8 ans, je suis ici en Côte d'Ivoire à la direction de la banque régionale de marché. Je suis passionnée de la finance, passionnée du secteur bancaire. Mais aujourd'hui, je pense que je vais découvrir un peu plus sur le cinéma avec Sonia à côté, qui me permettra de découvrir autre chose que le secteur financier. Merci. Merci infiniment d'être avec nous aussi. Je crois que Sonia va découvrir aussi autre chose que le Oui, cinéma. vraiment. Alors, mesdames, nous allons passer maintenant à notre toute première rubrique ici. C'est une rubrique qui nous permet de nous plonger directement dans la conversation. Donc, on va partir tout de suite pour le jelly et pour cela, je vais vous demander de prêter attention. Le mot du jour est assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer clairement, calmement et honnêtement, sans renier qui l'on est, sans se cacher. La véritable assertivité n'a rien à voir avec l'agressivité ou l'autoritarisme. C'est une présence forte et sereine qui se manifeste dans l'action. C'est ce qui se produit lorsque la confiance en soi transparaît dans la manière dont une femme s'exprime, dirige, pose des questions, répond et s'impose. Le jelly ou encore le mot du jour, c'était donc assertivité ou sinon l'assertivité. Vous l'avez tout entendu. Comment ça résonne en vous particulièrement ce mot, l'assertivité? Assertivité a été mis en rapport avec la confiance en soi. Pour moi, je pense que quand on est en confiance en soi, on s'exprime plus aisément, plus facilement. On a moins comment dirais-je, de pression dans les discours, dans l'expression, dans les actes qu'on pose en fait. Et aujourd'hui, si on ramène ça au milieu professionnel, la confiance en soi évite l'agressivité. On le voit souvent dans nos milieux, les gens qui sont très agressifs,
il ne faut pas chercher loin. C'est parce que juste ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Mais quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin d'être agressif, d'être tendu, d'être nerveux. Au contraire, vous êtes plus calme, il y a plus de sérénité. Et pour moi, l'assertivité, c'est me mettre en face avec une certaine sérénité, mais c'est sérénité qu'on cultive avec la confiance en soi. Et Joël, vous, comment vous ressentez l'assertivité ou comment vous l'adoptez dans votre quotidien professionnel? Alors, l'assertivité, c'est la capacité pour moi de dire non, tout en passant un message calmement et surtout faire passer ses idées sans que ça soit senti comme une agression de l'autre côté. C'est quelque chose qui se construit. Je ne peux pas dire que j'ai été assertive depuis le début de ma carrière professionnelle, mais je pense maintenant qu'avec des messages simples, j'arrive à me faire comprendre. Et si je prends une anecdote, souvent, on me l'a d'ailleurs dit, quand je ne suis pas d'accord sur quelque chose, je demande de réexpliquer. Je dis: «Je n'ai pas compris». Et donc, la dernière fois, mes collègues m'ont dit: «Bon, Joël, quand elle n'est pas d'accord, elle demande de réexpliquer». C'est un signe Donc voilà. très, très marqué, très visible du désaccord. Et c'est assez subtil, je trouve. C'est très intéressant. Sonia, et vous, l'assertivité? Alors, moi, je vais partir plutôt sur le volet confiance en soi. Après, moi, je suis dans des métiers de l'image, donc t'as pas le choix. Il y a des codes, comme par exemple ne pas mettre les mêmes habits 2 fois pour aller dans des événements, on doit pas te reprendre en photo, ce genre de choses. Et quand moi, je sais que j'ai commencé, je voulais vraiment aller à contrario pour dire: «Mais c'est pas eux qui doivent décider, il y a les codes, en effet, pour les casser». Mais en fait, à un moment, il faut trouver le juste milieu. Exactement. Et dans ce juste milieu, bah, en fait, tu finis par affirmer qui tu es et les gens comprennent ta personnalité. Et quand moi, j'ai commencé, par exemple, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'ai eu directement un poste à responsabilité où je gérais des personnes plus âgées que moi qui étaient dans l'entreprise depuis plus longtemps. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis rentrée de Paris avec ouais, en France, on dit ce Toute qu'on la pense. hargne. Donc, Ouais. je disais ce que je pensais sans prendre des gants. Hum. Et en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui disaient: «Oui, elle bosse bien, mais on la déteste». Donc, il fallait trouver le bon équilibre. Et oui, c'est à ce moment-là que tu te dis: «Mais en fait, si je connais mon travail, si j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai besoin d'être méchante, dure avec les autres pour qu'ils comprennent?» Tu commences à trouver les bons mots, tu commences à prendre les gens à part pour dire: «Bon, en fait, c'est pas contre toi, c'est juste que je pense qu'on devrait faire autrement». Et en fait, tu finis par te mettre tout le monde dans la poche. Et on se rend compte, en tout cas dans le monde du travail, en tout cas dans le monde des médias, je sais pas dans les autres, c'est que j'ai l'impression que tu es jugé 80% par rapport à tes relations avec les autres et 20% sur tes capacités en fait au travail. Donc finalement, tu finis par te dire, en fait, faut dire bonjour, faut manger avec les collègues, ça te coûte rien, faut parler gentiment aux gens, faut essayer de comprendre leur vécu parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des vies un peu plus difficiles que toi et tout ça. Et moi, voilà comment je comprends et je résume ça. Mais est-ce que vous pensez que maintenant, vous êtes arrivé à trouver ce juste milieu-là? Moi, j'ai Ça pas encore donne. 25 ans. J'ai à peine ça fait peut-être une dizaine d'années. Non, moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des fois où même avec mes patrons, tu vois, je sais qu'il y a des fois où tu veux tellement bien faire, mais enfin, tu n'es pas la boss. Donc, C'est il cela. faut reculer. Il y a des fois où tes collaborateurs ou tes collègues, c'est vrai que tu es, enfin, hiérarchiquement un peu au-dessus d'eux, mais en fait, sans eux, la machine ne va pas fonctionner. Il faut trouver ça. le bon milieu. Donc, oui, il y a des fois où ça clash où tu remets tout le monde au pas, mais il y a des fois où tu sais que peu importe ton poste, bah, faut te mettre un peu en dessous, laisser les autres briller et laisser s'exprimer et faire comme si en fait ils ont raison. Donc non, j'apprends. Moi, je pense que je sais pas si on finit, je sais pas si au bout, vous, au bout de 25 ans, vous êtes aguerris. Ouais. Peut-être que je vais faire comme Joël. Maintenant, si je comprends pas, j'ai dit, explique-moi. D'ailleurs, j'ai bien envie de demander à la boss, comme tu disais, j'ai envie de demander à la boss, est-ce que, à quel moment vous avez commencé à vous sentir plus à l'aise ou vous affirmer dans votre vie professionnelle et vous montrer en même temps tel que vous êtes? Alors, personnellement, je pense que au démarrage dans le, comment dirais-je, en activité professionnelle, on a toujours ce clivage-là. Et ce que Sonia décrit, je l'ai vécu au démarrage de ma vie professionnelle en Afrique, parce que j'ai quitté un environnement qui était très libéré, où la parole est libérée, comme j'ai dit, on gère le background de la personne. C'est ce que c'est tes connaissances que tu mets sur la table et voilà, tu échanges plus ou moins d'égal à égal avec tes patrons et autres. Et tu quittes ce type d'environnement pour venir dans un environnement en Afrique, notamment nous au Sénégal, où c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'au début, ça a été très difficile. C'est très difficile de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on pense, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui, eux, considèrent que déjà que tu es jeune, femme,
ce qui fait beaucoup de handicap, que tu débarques de l'Occident pour venir et qu'il y a déjà ce fossé qu'on crée entre vous. Après, il faut apprendre à s'intégrer. Et l'intégration n'est pas toujours évidente et facile. Peut-être que moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un boss qui était formidable, qui me comprenait et qui m'a aidée en me calmant. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, il me disait, Gédé, calme-toi, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand j'ai des réactions assez violentes, parce que pour moi, je me disais, ben non, on est là pour travailler, on travaille, on occulte tout ce qui est rapport sociologique et tout, mais sauf qu'on ne doit pas les occulter. On est dans un environnement, on a notre connaissance, on a nos capacités, mais sauf que l'environnement doit déterminer notre manière d'être et d'évoluer avec les gens avec qui on est. Et souvent, on l'occulte en fait. Mais je rassure Sonia, 25 ans après, ben, je peux être toujours confrontée à cette même situation que tu vis. Et peut-être que la maturité que j'ai et l'expérience que j'ai comment dirais-je, développée tout ce temps-là me permet d'avoir des réactions moins violentes, on va dire comme ça. Joël a trouvé la parole en disant, ben, je repose la question. Peut-être que ça peut être un silence et la personne comprendra, ou bien juste reprendre la personne, mais d'une manière à lui laisser sa place. Ne pas pousser la personne à se sentir diminuée ou voilà. Donc, il faut juste trouver les voies et moyens de pouvoir interagir avec les gens sans pour autant se perdre soi-même, mais tout en leur laissant aussi la place. Et comme on dit, on apprend des autres aussi. Peut-être que sur ce coup-là, la personne n'a pas raison, mais peut-être que demain, elle pourra vous apporter en plus que vous n'aviez pas. C'est ça, c'est de jongler entre tout ça. Exactement. Et Joël, vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas toujours été assertive. Alors, qu'est-ce qui vous a aidé au fil du temps à avoir davantage confiance en vous? Alors, c'était pas un problème de confiance, mais plutôt un problème d'apprendre à faire du feedback. Moi, j'ai toujours mis l'honnêteté, le franc-parler comme une valeur qui était importante, mais j'ai appris à le nuancer. Et ça, on est obligé d'évoluer quand on se rend compte en fait que les messages sont mal reçus. Parfois, moi, je suis quelqu'un de très orienté résultat, et quand on se concentre que sur le résultat, on oublie qu'en face, il y a des gens qui ont fait des efforts, même si le résultat escompté n'est pas atteint. Donc, à mesurer mes propos, et ça, c'est quelque chose que je continue à faire. Ça, je n'arrêterai pas d'apprendre dans ce domaine-là. Et je pense que la chose la plus difficile, c'est de réussir à composer avec des personnalités qui sont totalement opposées à la vôtre. Moi, j'ai un franc-parler. Et donc, face à quelqu'un qui va aller plutôt dans des circonvolutions, qui va pas aller droit au but, je perds très vite patience. Et ça, c'est quelque chose que je travaille, que j'essaye de faire avancer. Donc, je pense pas que c'est au niveau de la confiance, mais c'est plus dans le fait d'avoir un leadership qui est plus inclusif. C'est ça. Et en parlant de leadership, justement, le leadership, on ne va pas le cacher, a longtemps porté le visage de la masculinité. On avait l'impression que c'était synonyme d'autorité absolue ou encore de froideur. Et c'était tout ceci qui renvoyait au fait qu'on soit leader dans son domaine. Mais est-ce que dans vos différents parcours, vous avez déjà vu des femmes en dehors de vous qui dirigeaient au contraire avec calme, avec clarté, avec écoute, avec une certaine intelligence émotionnelle et une certaine cohérence? Est-ce que ce sont des exemples que vous avez eus dans vos parcours? Oui, et je dis toujours aux gens qui me connaissent que je suis en partie la femme que je suis devenue parce que j'ai rencontré justement cette dame dans mon parcours, c'est Laetitia Njo. À un moment dans ma carrière, j'ai travaillé avec elle et justement, elle m'a sorti une phrase que j'ai jamais oubliée. Elle m'a dit: «Peu importe ce qu'on dira de toi, faut jamais qu'on remette en cause ta valeur travail». Et donc, au sorti de chez elle, je décide d'aller reprendre mes études et tout ça. Alors, après, je sais pas si c'est parce que majoritairement dans l'entreprise, on était des femmes, parce qu'elle a une politique de d'abord les femmes. Mais en fait, elle criait jamais. Elle c'était même quand, bon, déjà, moi, j'arrivais au travail avec des petites robes, des sandales, mais jamais, d'autant plus que c'était quelqu'un de très carré, mais elle allait t'appeler tranquillement, mais tu sais, tu es une femme, tu devrais pas, tu sais, j'ai commencé à ton âge. Mais c'était toujours posément et tu comprenais. Il n'y avait pas besoin de crier. Donc, je me suis dit que j'allais copier, mais bon, après, je suis bêtée. Donc, quand tu commences à m'expliquer des trucs qui passent pas, voilà, je m'enflamme. Mais oui, je l'ai rencontré à un moment dans mon parcours et ça m'a permis d'être plus, je pense, faire plus attention à comment je travaille. En tout cas, je pense que dans tout ce que j'ai fait, on pourra dire que je suis dure, je peux être ci ou ça,
Mais ma valeur travail, on va jamais la remettre en cause. On va pas dire que c'est parce qu'elle a fait ci avec quelqu'un ou parce que... Non. Donc oui, j'ai rencontré cette personne-là qui m'a donné ce coup de pouce dans ma carrière. Et vous avez justement pris même de l'avance sur ma prochaine question qui allait être justement quelles sont les leçons que vous en avez tirées. Mais je crois que la phrase même déjà de dire qu'on ne doit jamais remettre en question la valeur travail est une très belle leçon, même pour les personnes qui nous regardent également. Et vous, Germaine, est-ce que justement vous avez eu des modèles comme ça de femmes qui ont dirigé, qui ont été des leaders assez posés, calmes et qui ne s'imposaient pas forcément par la force ou par l'autorité très marquée? Alors, je pense que nous tous, on a des références. Moi, j'ai une référence dans le secteur bancaire et qui m'a fait comprendre que on ne s'impose pas avec des cris, avec des attitudes désobligeantes. On s'impose avec son travail. Joël l'a dit tout à l'heure, tout comme elle, je suis focus sur l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, quand vous faites votre travail correctement, quand vous êtes rigoureuse dans votre travail, les gens de l'extérieur peuvent avoir une image de vous, d'une personne qui est froide, qui est dure. Mais c'est pas que tu es dur. C'est que quand on est dans le milieu professionnel et qu'on commence sa journée, mais on est focus sur sa journée, sur ce qu'on doit faire. On n'est pas là pour rigoler, pour se... Oui, on peut se payer des petits moments de closing, d'être ensemble, d'échanger et tout ça, mais on est là pour le travail. Et pour moi, le fait d'être strict c'est pas être violent. C'est ça. quand je suis rigoureuse, je ne suis pas là à sortir comment dirais-je, rigoler à tout bout de champ ou bien avoir certaines attitudes. Non, pour moi, ce n'est pas lié. Donc, c'est la rigueur dans le travail, ce désir de bien remplir sa journée et de bien faire, qui peuvent pousser certaines femmes à avoir des attitudes que d'aucuns jugeraient d'être très dures, très, très violentes. C'est pas de la violence, c'est pas de la dureté. C'est du professionnalisme. C'est du professionnalisme. Et là, Puis, je ne sais pas pourquoi, quand on est dur, là, ça devrait être mal. Enfin, il y a des fois où il faut l'être. Hein. oui, bien Et sûr. même les hommes le sont souvent. Donc, pourquoi, quand c'est une femme qui l'est, souvent, c'est... Mal perçu. Mais c'est une réalité parce qu'on a l'impression qu'on apprend très souvent aux femmes à parler plus avec douceur, avec gentillesse, pour ne pas qu'elles soient trop dures. Et là, tout à l'heure, vous parliez du fait que quand vous êtes arrivé dans votre vie professionnelle tout de suite en Afrique, vous avez dû un peu gommer cette capacité à parler de front. Donc, qu'est-ce qui vous a aidé à rester à la fois directe, vous-même, mais plus aussi violente qu'au début? La pratique. Et comme je dis, j'avais pas le choix. Parce que quand je suis arrivée très jeune, gestionnaire de compte dans portefeuille de PME, dans une banque commerciale, Ecobank pour la citer. Et j'avais un portefeuille avec beaucoup de clients qui étaient plus dans l'informel, des gens qui ne parlaient même pas le français, et souvent des clients qui étaient des hommes d'âge mûr. Donc, si aujourd'hui, si je veux performer, si je veux atteindre mes objectifs, je suis obligée, en tant que gestionnaire de portefeuille, de me mettre dans les dispositions pour que mes clients puissent me faire confiance et me respecter. Et pour que les clients puissent me faire confiance, il faudrait que moi, je me mette à leur niveau et que je puisse aussi leur transférer ce besoin que moi j'avais de pouvoir travailler avec eux, de les accompagner dans l'exploitation de leurs entreprises, mais sans pour autant me dénaturer moi de manière intrinsèque. Donc, c'est la pratique, c'est une erreur qu'on fait, on se rattrape, on corrige cette erreur-là, la prochaine fois, on ne la commet pas, et c'est un client après l'autre, jusqu'à pouvoir acquérir cette confiance, cette confiance en soi, d'accord, par rapport à par rapport à un vécu, par rapport à une exploitation qu'on doit gérer. Mais après, on prend le pli. Et comme je dis, je n'avais pas le choix, j'avais des objectifs à atteindre. Exactement. Et donc, pour atteindre ces objectifs, je dois prendre sur moi, parce que ce n'est pas le client qui va venir, lui, s'adapter à mon... Non, lui, il est dans son environnement naturel. C'est moi qui ne me retrouvais pas dans cet environnement-là, et j'ai appris à me fondre dans la masse et à faire comme tout le monde, mais sans pour autant perdre ce background que j'avais, cette nature que j'avais, et ces acquis que j'avais avant de venir dans cette activité. Oh, c'est tout un chemin, c'est vraiment tout un chemin. Et vous, Joël, quels sont aussi les changements qui ont impacté la façon dont les gens réagissaient face à votre autorité, votre leadership? Je pense que c'est ce qu'on leur apporte, c'est le fond, en fait.
Donc j'ai appris déjà, avec le temps que, en tant que manager, même si je manageais, que des hommes, j'étais pas obligée de tout savoir ou d'être experte sur tous les domaines. Un manager, c'est pas celui qui sait faire le travail de son équipe ou qui va être là à contrôler chaque petit détail. Mhm. C'est surtout, en fait, la clé, c'est de rester qui on est et puis de s'entourer des personnes qui sont compétentes, qui ont cette expertise et qu'on leur reconnaisse cette expertise. Mhm. Le but d'un leader, c'est pas de savoir tout faire, c'est de bien s'entourer C'est et ça. puis de reconnaître aux personnes avec qui, on travaille, Mhm. qu'elles sont utiles et Exactement. qu'elles apportent en fait leur expertise. Exact. Donc c'est un travail de tous les jours, mais je pense que la clé, c'est vraiment de ne pas se dénaturer. Mhm. Faut pas jouer un rôle de théâtre parce que Mhm. ça se sent tout de suite. Lorsqu'on essaye d'être autre chose que soi-même, en fait, ça se sent tout de suite. C'est ça. Et donc je pense que c'est, en ayant le courage d'être moi-même que, Mhm. naturellement, les choses, j'ai réussi à m'imposer. Et vous le constaterez certainement, tout comme on en fait le constat aussi, c'est que les femmes hésitent très souvent à se mettre davantage en avant parce que peut-être qu'elles ont peur de la visibilité, je ne sais pas. Donc, j'ai bien envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez justement que c'est parce que la visibilité attire les regards et que certaines d'entre nous ne sont pas à l'aise avec cela? Moi, je suis pas d'accord. Je pense Ouais, que c'est c'est le une cas. question de personnalité. Il y a des Exactement. personnes qui aiment être dans la lumière et Mhm. d'autres qui n'aiment pas, que ce Mhm. soit les hommes, les femmes, Mhm. et ça, je pense que c'est pas des traits, féminins. Féminin. Ce que les femmes peut-être ont le moins le courage de faire, c'est négocier et se dire: «Je suis capable, même si je ne connais pas tous les contours de l'activité». C'est ce Mhm. courage, en fait, et je pense que c'est la peur de l'échec qui peut brimer un peu les femmes, mais sinon il y a des femmes qui adorent la lumière, qui adorent, être, en avant. Mhm. Mhm. Je pense que Sonia ne dira pas le contraire. Ah, pourtant, non, je suis pas Ah forcément oui? fan. Et je pense que mes réseaux sociaux le Oui, disent. le témoigne, oui. Voilà, je suis à la télé, je finis la télé, Mhm. je ferme, Mhm. mais je pense que c'est surtout dû au projet de carrière que j'ai. Moi, je dis toujours aux gens, quand j'ai écrit mon projet de carrière, j'ai toujours dit que mon goal dans ma carrière de journaliste, Mhm. ça allait être de travailler sur une émission de cinéma sur Canal+. J'ai commencé ma carrière par mon goal. Ok. Donc, honnêtement, quand je finis ça et que je rentre en Côte d'Ivoire, je ne voulais plus refaire de la télé. Mhm. Sauf que je voulais un salaire. Le montant du salaire, on m'a dit, si tu le veux, tu vas faire les deux. Mhm. Et donc, je me retrouve à faire les deux. Mais j'adore, hein. Mhm. J'adore être devant la caméra. Mais une fois que les lumières s'éteignent, c'est pour ça que je n'entretiens pas ma communauté sur les réseaux sociaux parce que pour Mhm. moi, ce n'est pas important Mhm. par rapport à ce que je veux être plus tard, par rapport à Mhm. ce que je veux faire plus tard et par rapport aux personnes avec qui je discute sur mon Mhm. festival, mon entreprise personnelle. Je parle avec des institutions comme l'OIF, l'AFD. Bon, j'ai pas envie qu'ils me voient en train de danser sur TikTok. Donc, C'est ça. ça, voilà, ça va pas avec mon projet de Comme ça. carrière, c'est surtout ça. Mais sinon, non. C'est ça, c'est pas une peur de la Non, visibilité. c'est-à-dire demain, moi, Non. si j'ai atteint mes objectifs, je pourrais fermer tous mes réseaux sociaux. Mais pour moi, le plus important, c'est que en tout cas, dans mon domaine d'activité, on me connaît. Mhm. Mhm. On sait qui je suis et pour moi, c'est ce qui est important. Visibilité utile. Visibilité utile, voilà. Exactement, les personnes qui doivent te connaître. Voilà, te me connaissent. Même s'ils m'ont jamais vu, ils connaissent mon nom. Voilà. C'est ça. Donc, c'est Et ils important. savent ce que tu fais, c'est le plus important. Alors, tout à l'heure, vous disiez à Sonia que c'est encore à l'heure du jour, à l'actualité, pour vous de devoir par moment arrondir les angles. Donc, j'ai envie de savoir comment vous continuez à vous affirmer lorsque peut-être par moment vous vous sentez un peu incertaine, critiquée ou même peut-être sous-estimée si ça arrive encore. Alors, critiquer, pour moi, la critique, elle est toujours utile Ok. parce qu'elle nous permet de nous remettre en cause. Et comme je dis, on n'a pas la science infuse. Et on apprend de tout le monde. Mhm. 25 ans de carrière. Aujourd'hui, on recrute des staffs qui nous rejoignent dans nos équipes et qui, il y a 25 ans, étaient encore au berceau. Donc qui ont un autre mindset, qui ont une autre manière de voir les choses, mais qui sont tout aussi utiles, sinon même plus, parce que le monde a évolué. Tout à l'heure, on chahutait un peu en disant que la banque d'hiver, Joël est dans la banque, dans Orange Money, Mhm. qui est une autre manière de jouer la finance. Moi, j'ai fait de la banque traditionnelle, je fais la banque d'affaires, mais aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, il y a des fintechs qui sont là, qui sont en train de changer le visage du milieu financier, mais il faut qu'on s'adapte avec ça. On ne peut pas rester tout le temps avec nos acquis en nous disant que ceux qui viennent, ceux qui me critiquent, ils ne connaissent pas. Non, moi, je suis très ouverte à la critique. D'accord? Mais la critique constructive.
critiquer pour critiquer ne m'amène nulle part et ne m'intéresse pas. Mais un staff ou quelqu'un qui me fait une remarque qui pour moi est opportune, mais je la prends sur moi et j'essaie de me l'approprier. Si c'est quelque chose qui peut m'élever, moi j'ai une vision de la chose, c'est que je suis focus, atteindre mes objectifs. Mhm. Maintenant, si pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin de m'allier alpha, bêta, oméga, mais je vais m'allier alpha, bêta, oméga. Mhm. D'accord? Je n'ai pas j'ai pas la science infuse comme au risque de me répéter, et on a besoin des autres. C'est ça. Maintenant, ceux qui ont cette critique négative ou bien qui critiquent pour critiquer, ça, je te dépose. Ça ne m'intéresse pas. Mhm. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne réagirai pas dans ce sens-là. Mhm. Ok? Mais il est important de pouvoir apprendre de tout en chacun. On le dit tout à l'heure, j'espère que je vais beaucoup apprendre de Sonia, parce que je connais absolument rien du milieu de l'audiovisuel ou du cinéma. Et ce serait Ce serait intéressant très de intéressant. pouvoir découvrir ce qu'elle fait et d'apprendre autre chose. Mhm. Peut-être que ça ne sera pas quelque chose que je vais utiliser, mais ça pourra toujours me servir un jour. Mhm. Ma mère dit toujours que ce qu'on vit, toute situation qu'on vit, elle nous servira forcément un jour. Peut-être que sur l'instant T, on n'en a pas conscience, Mhm. mais dans le fil du temps, elle pourra nous servir un jour. Donc, tout est bon à prendre, en fait. Merci à la mère pour ce conseil qui est très, très bien. Et Sonia, est-ce que dans tout ce que vous faites aujourd'hui avec toutes les casquettes, est-ce que il y a des moments où vous vous sentez sous-estimé, critiqué, comme je disais tout à l'heure? Et quelle est la formule ou sinon le mindset qui vous permet quand même de vous affirmer malgré tout ça? J'avoue que quand j'ai repris la télé en Côte d'Ivoire, je remplaçais quelqu'un que le public adorait. Et j'avais du mal, en fait, j'arrivais pas à trouver, je savais pas ce qu'on attendait de moi exactement, s'il fallait que je sois moi, s'il fallait que je copie. Donc je faisais n'importe quoi à l'antenne. Et c'est du direct, tu fais n'importe quoi, les réseaux sociaux, les gens sont pas Ils ne font pas cadeau. non, les gens font pas de cadeaux. Donc, je sais que les 3 premiers mois, je rentrais en larmes, me disant que je veux arrêter. Et puis après, je disais, mais s'il arrête, mon agent va dire. Mais je me suis dit, mais je veux pas partir comme ça. Ils vont garder Pas cette sur image cette de note. moi. En plus, on est dans un milieu qui est tellement petit. Quand demain, quelqu'un va venir lui demander, alors, tu la recommandes? En fait, la phrase de la fameuse valeur travail est revenue. Je dis non, on va se battre jusqu'à ce qu'on change, jusqu'à ce que ton émission soit la meilleure, si tu veux, de la chaîne, celle que tous les annonceurs veulent. Tu vas essayer d'apporter en tout cas ta pierre à l'édifice, travailler avec les équipes, voir ce qui ne va pas. Donc, moi, je sais qu'à la fin de chaque émission, j'allais demander aux gens qu'est-ce que je devrais améliorer, qu'est-ce que je devrais faire. Et surtout, j'ai ramené ce qui faisait ma personnalité. Avant, je voulais vraiment parler politique, je voulais traiter de sujets que tu es journaliste, donc tu vas faire des recherches, tu vas parler de sujets, mais il y a certains que tu maîtriseras moins. Ouais. Donc, j'ai décidé de parler plus souvent de sujets que je maîtrisais, par exemple des sujets en rapport avec la femme. Donc, il n'y a pas des statistiques que le ministère de la Femme va sortir qui ne va pas passer à l'antenne. Je vais en parler parce que c'est mon domaine. Et ça, tu vois, j'ai souvent pas besoin de fiches. Je vais parler cinéma, je vais parler culture, je vais parler économie, je vais parler voyage. Donc, c'est des sujets sur lesquels je suis extrêmement à l'aise. Et par exemple, je sais que quand je veux parler politique, c'est pas un sujet que je vais me lever le matin, je vais dire, alors aujourd'hui, je parle politique. Non, je sais qu'il me faudra 2-3 jours C'est ça. pour vraiment perfectionner le sujet, quitte à aller voir même les journalistes de la chaîne, parce qu'il y a ceux de l'info qui sont là pour leur demander des infos, mais vraiment pour être impec à l'antenne. Donc oui, ça m'a demandé un peu plus de travail, et puis me dire, en fait, c'est pas parce que voilà, tu sais faire que ça va être facile. Il y a des fois où ça va être plus dur. Oui, tu as appris, tu as étudié, mais tu n'es pas censée être forte dans tous les domaines. Donc n'hésite pas à aller vers les gens et tout ça. C'est ça. Même à l'école, on n'était pas fort dans toutes les matières. On n'était pas fort dans toutes les matières. Il y avait la matière préférée. Alors, Joël, souvent, pour arriver à trouver sa confiance en soi, on se retrouve peut-être à donner l'impression d'être sûr de soi, même quand on ne l'est pas. Alors, pour vous, quelle est la différence très nette entre avoir l'air d'être sûr de soi et se sentir totalement en phase avec soi-même? Alors, je pense qu'on peut faire semblant d'être sûr de soi quand on maîtrise son sujet. Exactement. Et c'est ça que je travaille en fait, maîtriser son sujet. Lorsqu'on est en maîtrise totale de son sujet, on donne en tout cas le change. Et ça, je pense que c'est un trait de personnalité. Moi, je ne sais pas improviser, parler d'un sujet que je ne connais pas ou raconter un film que j'ai pas vu. Il y a des gens, ils peuvent vous raconter un film qu'ils n'ont pas vu.
Mhm. Ça, je ne sais pas le faire. Mhm. Donc, ça se construit justement et on peut donner le change et donner l'impression en fait qu'on est parfaitement sûr de Sûr soi de soi. parce qu'on maîtrise son sujet. Mm. Et ça passe par le travail. Moi, j'aime dire, peu importe comment tu me prends, dans quel sens tu essaies de me parler cinéma africain. Et pardon, avec tout le respect que je te dois, on se bat. Parce que je connais mon kata. Mhm. Mais tu essaies de parler football avec moi? Waouh! Mhm. C'est compliqué. Mhm. C'est très compliqué. Donc oui, quand tu maîtrises un sujet, que tu aies confiance en toi ou pas, Mhm. tu seras très à l'aise pour en parler. Et Mhm. concernant la confiance en soi, moi, je pense qu'on a confiance en soi quand on est assez à l'aise pour savoir dire quand on ne peut pas, quand on ne sait Exactement. pas, Exactement. pour pouvoir lâcher prise, c'est-à-dire, par exemple, le jour du festival, enfin, quelques jours avant la deuxième édition du festival, je disais aux équipes, je suis pas OK pour les résultats qu'on avait en termes d'affluence. Je leur disais, enfin, si c'est pas rentable cette année, je serai à l'aise avec l'idée, par exemple, d'arrêter le projet. D'arrêter. Pourquoi? Parce que je sais que j'aurai une autre idée qui sera tout aussi... Mhm. Donc, en fait, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est pas grave. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Mhm. Et pour moi, avoir confiance en soi, c'est ça. Parce que parfois, il y a des gens qui se disent, j'ai lancé le projet, là, en fait, il faut que ça marche à tous les coups. Mais peut-être qu'il y avait un truc à comprendre, il y avait une subtilité, Mhm. il y a quelque chose qui n'a pas marché, et en fait, ça va te servir pour un autre projet, et tout ça. Donc, j'avoue que j'ai fait la paix avec certaines choses, mais ça a été vraiment beaucoup de travail. J'ai consulté des psys pour ça, j'ai eu des gourmets qui ont fait. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que, voilà, je pense que je suis assez alignée, mais je continue encore à apprendre, quoi. Mhm. Ça veut peut-être dire que pour tirer la confiance en soi, même sans avoir d'exemple, c'est justement de faire la paix avec certaines Avec ces parties de sa vie. échecs, ces réussites, le fait qu'on ne connaît pas, on veut apprendre, ça va marcher, ça va pas marcher, on va te baie. Enfin, moi, je sais qu'il y a des années de cela, il y avait des gens, quand je m'approchais d'eux, ils ne voulaient pas me parler. Mhm. Parce que, déjà, on n'était pas du même niveau social. Parce que moi, j'aime dire, j'ai grandi dans un bidonville, donc je ne suis pas... Voilà, les gens que je côtoie aujourd'hui, j'ai pas fait les meilleures écoles. J'ai voyagé parce que j'avais 5 boulots, je dormais Mhm. pas, c'est pour ça que j'ai pu payer mes études. Donc, j'ai pas le même background, j'ai pas... Donc, oui. Mais aujourd'hui, on mange nous deux dans le même coin. Donc, à un moment, voilà, on va se parler parce que... Forcément. Donc, il faut faire la paix avec ça. Ça. Et j'ai envie de savoir, le charisme est vraiment le leadership intérieur, c'est-à-dire pas ce qui est en apparence. Comment vous l'avez développé au fil du temps? Comment il s'est plus affirmé, il s'est plus faire voir? Alors, c'est comme je dis, c'est dans la pratique. Il y a l'expression qui dit: «C'est en forgeant qu'on devient forgeron». Exactement. On ne peut pas se définir par rapport à certaines choses sans avoir vécu cette chose-là. Et aujourd'hui, comme on me l'a dit, je le disais tout à l'heure, on a toujours quelqu'un, un mentor. On peut toujours avoir quelqu'un Mhm. qui peut nous tirer vers le haut, qui peut nous aider à développer notre charisme et notre leadership. Mais le charisme, c'est d'abord inné. C'est ça. C'est d'abord en soi. Parce que même si vous avez quelqu'un qui va vous prendre par la main, qui va vous mettre sur la voie, si vous, de manière en vous-même, vous n'avez pas cette volonté, vous n'avez pas ce désir-là, ou si vous-même, vous n'essayez pas de développer vos propres talents, la personne a beau vous mettre dans les meilleures conditions qui soient, vous n'allez jamais développer ce charisme-là. Et moi, je suis aînée. Mhm. Et vous savez, en Afrique, les aînés, on les forge à pouvoir avoir le dos assez large pour porter tout le monde. Exactement. Et donc, ça, c'est déjà une grâce. Moi, je considère que c'est une grâce parce que ça nous forge un caractère très fort et beaucoup de résilience. Parce que quand vous êtes à la tête et que vous devez vous donner l'exemple pour ceux qui vont derrière, Mhm. que vous devez porter les autres, ça forge votre résilience. Ça le forge dans le milieu familial. Et cette force de caractère-là, Mhm. c'est ça que vous allez déployer dans le milieu professionnel. Donc, vous allez être aussi l'aîné dans votre environnement professionnel. Et l'aîné, Mhm. c'est quoi? C'est du charisme, c'est du leadership, c'est d'être à la tête, de pouvoir tirer les autres et de pouvoir, mais pour pouvoir tirer les autres, il faudrait que vous-même, vous ayez le bagage qu'il C'est faut ça. pour tirer les autres. Si vous n'avez pas ce bagage-là, comment vous allez tirer les autres? Mhm. Donc, vous allez tout le temps vous remettre en cause, vous allez tout le temps travailler sur vous-même, vous allez tout le temps booster votre charisme à vous pour Mhm. pouvoir impacter ceux qui sont derrière vous. Mhm. Donc, pour moi, c'est ça ma philosophie et c'est ça que je vis depuis
depuis 51 ans de vie. Et ça marche très bien. Sonia, quelle est votre philosophie aussi? Parce que le leadership et le charisme, très souvent, de façon extérieure, on peut le juger à la posture, à comment on se présente, à l'attitude qu'on a quand on arrive dans un espace. Mais intérieurement, comment on le développe? Je sais pas, après moi, je crois beaucoup en Dieu, moi. Donc, je mets tout dans la prière, hein. Moi, c'est beaucoup de prière, puis beaucoup de travail sur moi. Moi, je suis tellement dure avec moi. Peut-être on va finir l'interview, je vais rentrer à la maison, je vais dire, ah, mais j'aurais dû dire ça. Je vais ruminer, je vais dire, non, la prochaine fois, il faut que je dise tout. Donc, dans ma présentation, sûrement que je vais dire oui. Donc il y a ce travail que je fais énormément. Chaque soir, en fait, j'ai une phrase, je dis, quand je dors, quand je me couche le soir, je veux être vide. Vide, ça veut dire avoir rempli ma journée le maximum possible, en ayant rendu fière la Sonia que je serai demain, c'est-à-dire quand je vais regarder mon parcours derrière, que je me dise, ah, j'ai fait une bêtise là. Donc, j'avoue que je prie beaucoup, je prépare ma journée, je me dis, je dois faire ça, donc voilà comment il faut se comporter, voilà comment il faut faire. Mais il y a quand même une part de spontanéité parce que je dis, je suis jeune, je suis sagittaire, pour parler comme les gens qui croient en toutes ces choses-là. Donc, non, il y a quand même une part de spontanéité, mais je pense qu'il faut préparer quand même tout ce qu'on fait, surtout quand on sait où on veut aller. Donc, comme je sais depuis que j'ai 16 ans où je veux aller, donc j'avoue que j'essaie de tous les jours faire attention. De préparer pour être un peu en accord avec ça et puis se dire Exactement. finalement j'ai réussi à le faire, donc ça va, c'est OK. Et tout à l'heure, Germaine parlait du mentorat, donc l'importance du soutien. Quelle est vraiment l'importance du soutien, du mentorat, de la défense même des intérêts des femmes dans le milieu professionnel? Est-ce que d'autres femmes vous ont aidé à progresser? Sonia nous parlait de son expérience avec Laetitia Oncho. Donc, est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont aidé à progresser? J'ai bien envie de savoir l'expérience de Joël. Oui, donc le mentorat, c'est quelque chose de très important, mais je vais peut-être dire quelque chose d'inattendu. Il ne faut pas forcément chercher à avoir un mentor qui est femme. Parce que, malheureusement, plus on avance dans la hiérarchie et moins il y a de femmes. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faudra qu'un homme aussi vous repère et vous accompagne. Et je pense que parfois, c'est même plus efficace parce que c'est bien le sisterhood, mentorat, etc. Mais si on est vu comme un simple club de femmes qui se rendent l'ascenseur, on perd un peu en crédibilité. Donc, peut-être que je vais choquer en disant ça, mais j'ai eu évidemment des femmes avec qui je me suis confiée, plus en termes d'échange. Moi-même, j'ai été mentor pour des jeunes qui avaient des activités, notamment dans la FinTech, à travers un programme via Women in Africa et Deloitte. Donc ça m'a beaucoup appris, moi en étant mentor. Mais c'est bien aussi d'avoir des sponsors qui sont hommes, parce qu'ils ont les codes, ils ont les clés, et surtout, ils peuvent être sponsors réellement. Je suis d'accord sur le dernier point, le côté ils peuvent être sponsors. Ils sont sponsors en général. Les hommes sont plus sponsors que les femmes. Oui, et puis je trouve qu'ils ouvrent, en tout cas moi de mon expérience, ils ouvrent plus facilement leur réseau que les femmes. Mais parce qu'ils ont les réseaux beaucoup plus. Ouais, peut-être, mais je sais pas. Je pense qu'ils se sentent pas en concurrence avec nous, donc ils vont l'ouvrir plus facilement et que malgré cette histoire de sisterhood, de sororité et consorts, je pense que les femmes vont moins facilement ouvrir leur réseau. Elles vont te dire oui, mais tu sais, non. Enfin, j'ai essayé avec plusieurs femmes, mais moi, je sais que c'est quelqu'un de la finance en plus qui m'a ouvert son réseau, qui a permis que j'ai du financement sur certaines choses. Mais facilement, il te présentait des directeurs de banque, mais sans avoir peur, mais des directeurs qui, lorsque tu allais dire le nom, par exemple, de quelqu'un qui a été ton mentor, enfin, il va dire, mais c'est une pote à moi, on a dîné hier. Mais au moment où tu lui avais demandé le contact, elle t'a dit, ah non, mais je le connais futivement. Alors que ce monsieur, en fait, c'est juste, viens à nos after work, le rencontre, c'est le directeur, c'est le directeur, c'est le directeur. Après, bon, qu'est-ce que tu en fais? En tout cas, lui, il a présenté. Et oui, je trouve que les hommes, peut-être c'est mon expérience, mais ont été plus... Je pense que c'est une expérience. Ouais, c'est une expérience où, en tout cas, je trouve qu'ils ont été plus... que... Après, moi, j'ai beaucoup de mal quand, par exemple, les femmes disent « Ah, moi, j'aime pas travailler avec des femmes ou les femmes sont comme si… » Ça me fait beaucoup de mal parce que je pense pas que ça soit vrai. Après, chacun est focalisé sur ses objectifs. Les places sont très rares. Donc, déjà, qu'elles se battent à leur niveau, elles ont peut-être pas fini de se battre à leur niveau. Exactement. Donc, je pense qu'il faut être un peu compréhensif par rapport à ça. Et les hommes, eux, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Ils sont là, ils ont la place. Ils ont cette facilité-là. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont déjà un réseau. Nous, les femmes, c'est maintenant qu'on commence à bâtir un réseau plus ou moins solide.
par Oui. rapport à ces histoires de sororité ou autre. Mm. Mais les hommes, eux, c'était, je donne un exemple, quand on regarde plein de trucs, partout dans le monde, vous avez des clubs où c'était Que des que hommes. des Que hommes. des hommes, Mm. exactement. Les femmes étaient à la maison. Ouais. Nous, on bâtit nos sororités à travers nos enfants. On se rencontre dans Exactement. des activités avec nos enfants. C'est comme ça qu'on tisse des liens et qu'on Mm. essaie d'utiliser ça sur le mode plus professionnel. Mm. Alors que les hommes ont toujours eu cette facilité à se retrouver entre eux et à pouvoir gérer un réseau, à build up un réseau et à l'exploiter. Mm. Nous, c'est maintenant qu'on commence à le faire. D'accord? Je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus tolérante avec les femmes, parce que C'est je ne ça. comprendrais pas qu'une femme puisse bloquer sa sœur, Oui, sa bien consoeur sûr. de manière volontaire. Oui. Je sais pas. Peut-être que j'ai après, pas c'est été pas forcément confrontée. bloqué. Je pense juste que c'est, comme elle dit, Tout le le monde a réseau n'est besoin. pas forcément. C'est ça. Ouais, bien se dit fourni. que j'aurais besoin de la Mm. personne à un moment. Donc, est-ce que si je passe cette cartouche, est-ce que j'aurai encore une cartouche? Et peut-être que c'est parce que les hommes, Peut y leur avoir. réseau, il est déjà assez fort. Il se Réseau. dit que, en fait, j'aurai toujours ma touche. Après, moi, j'en veux pas aux gens. Elle dit que, bon, Oui. Chacun évolue. Il ne faut pas évolue. oublier aussi, Oui, allez-y. peut-être que quelque chose qui est un peu tabou, il y a ce rapport de séduction aussi avec Exact. les hommes. Et donc, Mhm. eux, Que vous pour, utilisez se- souvent ou pas? Non, Que vous que avez déjà eux, utilisé? en fait, ils se Quand sentent on- valorisés Quand Quand une une femme dans vient une femme leur vient demander. vers eux, et donc Ok. ils ont envie de faire les Exact. pachas, de faire le coq. Ouais. Donc, faut pas négliger cet Négliger. aspect-là. Je dis pas qu'il faut forcément en jouer, mais Ouais. ça joue aussi dans le fait qu'ils se disent, bon, allez, je te prends sous C'est mon ça. aile, ma bonne petite. Voilà. En fait, il y a un point qu'elle a abordé, j'avoue que moi, dans mon métier, on en parle souvent. Est-ce que souvent, faudrait en jouer ou pas du fait que on est des femmes, on est dans des milieux d'hommes, et qu'on le veuille ou pas, on sait qu'à un moment, ça peut jouer en notre avantage. Personnellement. Est-ce que dans votre cas, enfin, je suis en train La de faire ton question de boulot, je suis Sonia est ma désolée. question. Vraiment, c'est ma question. pas- c'est ta aussi, je suis question. Bon, d'accord. je te la Alors, redonne, c'est ta personnellement, question. Je suis vraiment je- d'accord, en fait, parce qu'on se retrouve parfois dans des milieux pro où on se dit, vu que tu es une femme, justement, le monsieur, il va pas, toi, tu viens pas dans l'objectif de le séduire, mais lui, il aura cette ouverture parce que tout simplement, Il se se dit que qu'il c'est a une une femme. touche, donc Donc, il va te est-ce que, faire des faciles. même si ça ne va pas donner d'autres éléments qui vont être des conclusions forcément de cette collaboration, est-ce que la femme, quand même, elle joue sur cet élément ou elle ne joue pas? Ouais, Alors, pour devrait. parler de mon expérience, j'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation, c'est justement le côté féminin. Pendant très longtemps, j'ai souhaité le gommer. Donc, je mettais pas de robe, je mettais pas de jupe, j'étais très sobre, je mettais pas de maquillage. Parce que je me disais, si tu arrives et que tu es apprêtée, c'est que tu es venu séduire les gens. C'est ça. Et on va plus regarder ce que tu dis, on va plus écouter ce que tu dis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé en moi pendant très longtemps. Et avec l'âge, maintenant, voilà, j'ose me pomponner, j'ose bien m'habiller, mettre du maquillage. Parce que maintenant, en fait, je me dis que j'arrive à m'imposer avec autre chose. Et puis, quand ça dérape, je sais recadrer les gens. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. On revient encore sur la pratique, sur l'expérience. Mm. Je Les pense objectifs. on l'a tous vécu quand on a tous été confrontés à des situations où on était assez gênés par rapport à la réaction, aux attitudes de la gente masculine sur le plan professionnel. Ouais. Mais comme je dis, on apprend après à pouvoir gérer ce genre de choses sans pour autant choquer la personne ou bien sans Exactement. pourtant avoir une attitude qui pourrait être jugée, comment dirais-je, déplaisante par rapport à l'environnement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. C'est pas évident au départ, mais au fil du temps, aujourd'hui, Joël le dit, Oui. moi je me rappelle l'expérience quand j'ai commencé, j'étais très garçon manqué. Mm. Et mon mentor, et je rejoins Joël, moi, mon mentor a d'abord été un homme, d'accord, qui c'était mon boss. Et quand je circulais dans le couloir, c'est lui qui m'interpellait. Germaine, une femme ne court pas, une femme marche. Pour moi, ça ne faisait pas de sens. Pour moi, c'était, je ne m'imagine même pas aller au travail en robe ou en jupe. J'étais tout le temps en pantalon. Je pense que j'ai commencé à porter des jupes bien après. Et c'est une collègue qui m'a initiée aux jupes et tout. Mais on inhile notre féminité Oui, parce qu'on s'est dit on est dans un milieu professionnel. exactement. Mais ça, ce n'est pas une chose à faire non plus. Parce qu'on doit pouvoir rester femme Oui. et rester très professionnel. Donc, mais c'est avec le temps qu'on apprend à mettre les deux sur la table et à pouvoir affirmer notre féminité tout en affirmant notre professionnalisme. Exactement. Sonia, la réponse, tu l'as? Oui. Je l'ai toujours imaginé. C'était intéressant d'avoir leur point de vue. Et là, tout à l'heure, il y a un mot qui est revenu dans la conversation qui était le volet sain de la collaboration entre femmes. J'ai donc envie de savoir à quoi ressemble une collaboration saine
entre les femmes dans les environnements très ambitieux où justement on a l'impression que les places se comptent. Quand les places se comptent, c'est jamais sain. C'est vrai. C'est très Quand il y a de la compétition, ce n'est jamais sain, homme comme femme. Voilà, c'est Ouais. ma réponse. clair, net, précis. Réponse partagée? Mais ça peut, ce n'est jamais sain a priori. Mhm. Mais je pense que ça dépend maintenant de la nature de tout un chacun. Personnellement, je ne suis pas prête à certaines choses Voilà. pour avoir quelque chose. Voilà. Et je pense que ça, c'est peut-être ma foi qui me l'interdit, mes principes de vie qui me l'interdisent. Il y en a qui sont prêtes à tout. Ah oui. Personnellement, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, la compétition, elle doit se faire de manière saine. Elle doit se faire sur le travail. Elle doit rester dans un cadre très professionnel. Maintenant, quand ça va dans tous les sens, moi, vous ne me trouverez pas. Je suis plus. Parce que ça ne m'arrange pas. Mais il faut qu'on puisse se battre. Et pour moi, c'est un challenge, en fait. On doit pouvoir se challenger sur le plan professionnel, entre femmes, mais rester avec des valeurs qui sont les nôtres. C'est-à-dire que c'est sain, c'est professionnel, rien d'autre. Mais quand on dit sain, voilà, je parlais pas de choses illicites ou de déraper. Mais c'est que la compétition fait que de toute façon la confiance n'est jamais absolue. Et à un certain niveau, les compétences ne jouent plus. Il faut pas qu'on se dise C'est de la politique. des mensonges. c'est plus que les compétences. Et qui donc sont là, avant. c'est autre chose qui va jouer. Donc ça va être le réseau, ça va être la manière de se mettre en avant, ça va être. Et donc c'est en ça que je dis que c'est pas forcément sain. Et quand il y a une seule place, femme ou homme, voilà, moi, si je veux la place, je prends la place. Exactement. Ça, c'est une réalité. Alors, nous sommes pratiquement en train de terminer notre discussion, pas l'émission, mais la discussion quand même. Et là, pour terminer, j'ai deux petites questions qui vont nous permettre de ressortir quand même le maximum de tout ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, pour vous, à quoi ressemble une présence féminine très forte? Tout à l'heure, dans la question Moussoya, Joël en parlait, quand on lui a demandé 3 mots, elle a parlé de présence. Et aujourd'hui, une présence féminine surtout forte, à quoi ça ressemble dans le milieu pro? Je vais commencer avec Joël parce que je vois Sonia qui est en train de cogiter. Non, en fait, comme j'ai du mal à faire le portrait robot. Le portrait robot de la présence féminine forte. Une présence féminine, enfin, une présence forte. Moi, vraiment, je vais enlever le mot féminine, quoi. Voilà. Une présence forte, c'est quelqu'un, en fait, qui, déjà, dégage un peu le respect, quelqu'un qu'on a envie d'écouter, quelqu'un qui dit des choses intéressantes. C'est ça, une présence forte. Et ça peut être une femme, ça peut être un homme. Après, pour les femmes, parfois, le physique peut aider, donc, ou même pour les hommes, voilà, on peut écouter quelqu'un parce que la personne dégage quelque chose de positif, quelque chose qui nous parle, et donc voilà. Et là, on a parlé de beaucoup de traits de caractère. Donc, pour vous, Joël, quand vous entrez dans un espace, dans une pièce, dans un endroit, quel est le genre d'énergie ou de leadership que vous voulez qu'on puisse voir? Alors, il y a quelques années, je voulais surtout pas qu'on me voie. C'est-à-dire que je voulais raser les murs. Et puis aujourd'hui, je dirais que ça dépend de l'environnement, en fait. Ça dépend de l'environnement. J'ai participé à plusieurs forums avec des panels. Et donc, quand on nous prépare, donc voilà, est-ce que tu veux apparaître comme une experte du domaine? Est-ce que tu veux faire rêver les gens, etc. Donc, je vais dire, ça dépend en fait du message que tu dois passer et de l'assistance qui est en face, quoi. Moi, je veux juste qu'on me reconnaisse et pour ma compétence et qu'on se dise, eh ben, elle sait de quoi elle parle. C'est le plus important. Sonia, je viens à vous. Le portrait robot, d'abord. Moi, le portrait robot, c'est la présence. Pas féminine, du coup, comme elle a dit, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je pense que quand on sait de quoi on parle, quand on arrive dans un endroit, je sais pas, la manière dont tu poses les pieds, on sait que la personne qui vient de rentrer, elle est venue casser. C'est ça. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, comme elle a dit, il y a un peu, enfin, en fonction de l'environnement. Moi, je sais que, en fonction d'où je vais, du message. Par exemple, ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je voulais faire passer? Est-ce que je viens en tailleur? Est-ce que, donc, en fonction de ce que je veux faire passer, donc, je vais m'habiller en fonction de ça, me coiffer en fonction. Dieu merci, aujourd'hui, avec les perruques, on peut me maquiller en fonction.
pour le reste, je pense qu'il y a beaucoup d'actorat. En tout cas, quand tu rentres quelque part là, voilà. Mais si tu sais ce que tu vaux et ce que tu racontes, il n'y a aucune raison que tu ne dégages pas la bonne énergie. Ouais. Franchement, Il faut le savoir au fond pour le laisser ouais, transparaître. exactement. C'est pour ça moi, je pense qu'il faut maîtriser ton domaine. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui te disent, ouais, moi, je suis expert aussi. Puis tu ouvres ta bouche et puis on dit, tu es sûr. Ton À ce expertise, là. moment-là, même toi-même, tu peux arriver à ta plus grande présence. Mais tu- Dès qu'une personne doute un peu de ce que tu as dit, ou bien on peut te... Ça redescend tout de suite. Ça redescend. Ton charisme, Tu as perdu ton charisme tout d'un coup. Et vous, Germaine, quel est le genre d'énergie ou de leadership qu'aujourd'hui vous souhaitez laisser quand vous arrivez dans un espace? Pour moi, quand on arrive quelque part et qu'on en ressorte, il ne faut pas que les gens qui sont en face de nous puissent se dire que il y a un coup de vent qui est passé Exactement. et qui n'a rien laissé. Pour moi, en toute chose, on doit impacter. Mm. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu fraternel et amical, on doit pouvoir impacter les gens avec qui on est. Aujourd'hui, j'ai peut-être une expérience en finance, je n'ai pas une expérience en audiovisuel ou en cinéma et tout, mais je dois toujours pouvoir apporter en plus et prendre en plus des personnes avec qui on est. Et ça, c'est dans tous les milieux. On peut se retrouver entre femmes autour dans un resto et tout. Il faudrait que ce temps qu'on passe ensemble, que tout un chacun puisse s'y retrouver et que tout un chacun puisse tirer quelque chose de l'autre. L'impact qu'on a dans son environnement, pour moi, c'est le plus important. Si on n'impacte pas, à quoi on sert? On aura pris nos talents qu'on aura enfouis dans le sol et on l'a laissé là-bas. Donc, En tout cas, je peux bien vous dire que là, votre présence, elle impacte le plateau de Moussoya et je suis sûre que nos internautes ne diront pas le contraire. Nous sommes à la fin de cette petite discussion, mais nous continuons avec nos autres rubriques et la prochaine rubrique, comme j'aime le dire, nous donne quand même un peu un autre pan de la discussion, c'est la question du net. On va pour la question du net. Alors, pour expliquer un peu la question du net, c'est qu'on se promène un peu sur Internet, on scrolle comme tout le monde le fait, et on chope quelque chose qui est en rapport avec la thématique de ce jour. Donc là, pour vous expliquer rapidement le contexte, c'est une jeune pharmacienne qui raconte qu'elle a prescrit à un client un médicament différent de ce qu'il a demandé pour cause de rupture, et tout en lui assurant que c'était le même molécule et donc le même traitement. Le patient a ensuite ailé un de ses collègues, qui était un homme, pour lui demander de confirmer l'information que la pharmacienne lui a donnée. Et c'est après avoir expliqué cette expérience qu'elle dit qu'elle est très heureuse d'avoir réussi. Elle dit, et je cite, « J'avoue que j'ai un peu de mal à m'affirmer dans ce genre de situation. Le combo être jeune, faire plus jeune que son âge et en plus être une femme n'est pas toujours facile à assumer, surtout dans un contexte professionnel. Mais elle est quand même fière d'avoir réussi à faire la remarque à la personne qui était en face. » Donc vraiment, c'est de savoir comment réagir dans ce genre de situation. Quand on a ces éléments-là qui entrent dans l'équation, jeune, plus jeune, faire plus jeune que son âge et en plus être une femme. Et puis on a quelqu'un qui doute un peu de ce qu'on dit. On a l'impression que c'est parce qu'on est une femme que cette personne doute. Comment on réagit dans ce genre de situation? Moi, je pense qu'on ne peut pas commander les réactions d'autrui. Donc voilà, il faut le prendre comme une réaction de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de recul et puis qui est plein de stéréotypes. Donc voilà, on ne peut pas transformer les gens qui ont des biais sur le genre, etc. Il faut juste rester en fait dans son activité, continuer à se perfectionner. Voilà. Si on a fait une erreur, on essaie de la corriger. Si on n'en a pas fait, on ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas être misogyne, ça c'est pas possible. On n'a pas d'action sur les autres. Sonia, sur le coup, comment vous aurez réagi? Moi, j'avoue, dans ce genre de choses, je suis silencieuse. Après, je vais juste prendre parfois sur la télé d'ici. Je ne vais pas dire que c'est simplement parce que je suis une femme. C'est peut-être dû au fait que je travaille avec quelqu'un qui a assis sa carrière. Je sais que, par exemple, il y a des gens de ministère, tu vas les contacter pour une émission, ils préfèrent parler au patron. Et ce qui est très bien avec moi, mes supérieurs hiérarchiques, c'est que, en fait, c'est elle qui est la responsable sur l'émission, on te ramène. Donc, tu vas tourner, tu vas révéler. Donc, en général, je ne vais pas réagir plus que ça. Maintenant, après, dans mon activité personnelle, oui, quand tu vas arriver souvent face à des hommes, « Ah, mais toi, tu as quel âge pour faire ça? Enfin, ton histoire là, j'y crois pas trop, et tout ça, et tout ça. » Je dis, d'accord, donc allez-y faire vos recherches, et puis bon. Si vous pensez que,
Donc non, moi je me fâche pas. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie. En plus, quand moi je me fâche, je commence à pleurer. Ça me prend trop d'énergie. Ça me prend trop d'énergie. Donc, je veux pas m'énerver juste parce qu'une personne, bon, C'est vrai. voilà. Donc non, Pas la peine, non, c'est pas. définitivement. C'est pas la peine de perdre autant d'énergie. Germaine, vous conseille sur ce genre de situation? Moi, je me mettrai à la place de cette jeune dame. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle lui a donné l'information dont il avait besoin. Exactement. Pourquoi est-ce que moi, je vais douter de moi-même ou remettre en cause mes connaissances? La personne est allée chercher un autre avis. Fine, c'est son choix. Satisfaction. Donc, je vois pas pourquoi. En fait, je me poserai même pas la question. Je veux dire, ce que je devais faire, je l'ai fait. Je suis quitte avec moi-même. J'ai donné la bonne information. Maintenant, si la personne n'est pas satisfaite de ça, je peux pas contraindre la personne à accepter ce que je lui dis. Bon, elle a cherché un autre avis qui se recoupe le mieux. Ben, c'est plus la satisfaction. Satisfaction. C'est ça. C'est pas à notre niveau, c'est au niveau de la franchement, personne la personne, qui ouais, se je me sens pose pas la question. Et donc, c'était la petite rubrique, la question du net de cet épisode. Maintenant, nous allons passer à notre prochaine rubrique qui, cette fois-ci, nous emmène un peu dans le domaine artistique, pour ainsi dire, parce qu'on parle d'œuvres et c'est l'œuvre du jour dans cet épisode de Moussoya. Et l'œuvre du jour, c'est The Girl with the Louding Voice d'Abi Daré, ou Adouni en français. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille à qui l'on a dit que sa voix ne comptait pas et que son destin était déjà écrit par d'autres et qu'elle devait simplement se soumettre et se taire. Mais Adouni possède en elle une soif inextinguible, celle d'avoir ce qu'elle appelle une louding voice, une voix retentissante, une voix qui porte. Et elle ne cherche pas cette voix pour dominer, mais tout simplement pour exister. Elle refuse de s'effacer dans un monde qui voudrait la rendre invisible. À travers ses mots à elle et avec son propre langage, elle nous montre que dans son roman, que s'imposer commence par le refus de laisser quelqu'un d'autre raconter notre histoire. Contrairement à Adouni, qui prend des risques à chaque mot qu'elle prononce, beaucoup de femmes ont parfois la chance d'avoir la parole, mais hésitent encore à l'utiliser pleinement, malheureusement. Elles baissent le ton, elles s'excusent de prendre de la place, elles attendent qu'on leur donne la permission de briller. Et aujourd'hui, à travers cette œuvre, on a envie de dire que votre voix n'a pas besoin d'être parfaite pour être légitime. Elle a juste besoin d'être la vôtre. S'imposer, c'est d'abord décider que ce que vous avez à dire est assez important pour être entendu. Voilà donc pour notre œuvre de ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit avis sur cette œuvre? Je dirais que quand on a eu la chance d'avoir droit au chapitre, c'est-à-dire d'avoir des parents avec qui on pouvait avoir des discussions, des parents qui nous ont éveillés à la culture. Donc ça, c'est des choses qui font qu'on ne se rend pas compte en fait on a de la chance et on vit en Afrique subsaharienne, on sait ce que vivent les femmes. Donc, je pense que c'est émouvant, je trouve ça assez émouvant et je pense qu'il y en a des milliers de Adouna. Je me sens en fait privilégiée. Privilégiée d'avoir C'est eu plutôt un le contexte sentiment différent. que j'ai. Ouais. Et Sonia? Je sais pas, quand tu lisais, j'avais l'impression de me revoir. Mais après, je pense, pour pouvoir s'exprimer, faut pas avoir peur, hein. Parce que je pense que c'est dur souvent. Ouais. Parce que enfin, les gens ont l'impression que, enfin, souvent même dans nos discours, on dit ouais, faut t'exprimer, tu as envie de faire un truc, fonce. Mais en fait, ça fait peur. Parce que tu sais pas en fait finalement ce qu'il y a au bout. Quand tu vas le faire, voilà. On risque énormément à tenter de parler, de s'exprimer, de faire ce qu'on a envie de faire. Souvent, quand tu n'as pas les moyens de les faire, mais en fait, si tu les fais pas, tu sauras pas. Jamais. Ouais. Mais ça fait peur. Quand même, il faut le Et puis, c'est dur. Et du coup, c'est à ce moment-là, je me dis qu'il y a vraiment le facteur Dieu, il y a le facteur chance, il y a le facteur... Parce que comme je dis souvent, je pense que parfois, on a des personnes plus compétentes que nous qui pourraient faire mieux que nous à notre place, mais c'est juste qu'on a osé. Souvent, je prends des amis avec qui j'ai fait l'école de journalisme qui étaient bien meilleurs que moi. Moi, je n'étais pas forcément... Moi, je sais que j'avais pas honte d'aller vers les gens, en fait. Quand on allait à un forum, quand je vais sortir là, tu vas connaître mon nom. Déjà, même, je vais te dire
je te connaisse ou pas, je connais ton nom, je vais dire, ah oui, j'ai écouté ton émission, vraiment, c'est bien, on va travailler ensemble. Et puis tous ceux à qui j'ai dit un jour, on va travailler ensemble, on a travaillé ensemble. Parce que quand je suis sortie de là, je les ai rajoutés sur LinkedIn. J'étais dans leur vie, je likais tout. Mais vraiment, je regarde. Quand ils faisaient une émission que je trouvais intéressante, j'allais essayer de débriefer avec eux pour dire oui, j'ai trouvé ça pertinent. Donc, ils voyaient que je m'intéressais au métier. Donc, à la fin de la journée, oui, tu n'as pas celle qui sort major de promo, mais tu es celle qui, quand elle était sur les bancs, en fait, elle a tissé un lien avec les professionnels. Donc, quand tu cherches demain, honnêtement, moi, j'étais encore à l'école que j'avais déjà mon premier boulot. Donc, parce que, voilà, je parle avec tout le monde. Et même Cheikh Ivan, aujourd'hui, qui est mon N+1, moi, je l'avais rencontré quand on était à l'école. Je lui ai dit, bonjour, monsieur, je m'appelle Sonia Guizet, on va travailler un jour ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous rajouter tout de suite sur Messenger, pas donné, accepté. donc, il a suivi mon parcours. Et le jour où on a commencé à travailler ensemble, j'ai dit que, tu as vu, je t'avais dit. Donc, non, je pense que c'est dosé, mais ça fait peur. Et faut juste ne pas avoir peur de se casser la gueule. Parce qu'en fait, c'est un risque, hein, comme je dis. C'est pas toujours que ça va marcher. Et c'est pas parce que si ça n'a pas marché que ça veut dire que ça va pas marcher. Faut avoir la force de recommencer. C'est très philosophique. C'est pas toujours que ça va marcher, mais c'est pas parce que ça va pas marcher que ça veut dire que ça va pas marcher. C'est vrai. Il faut essayer. Tu vas essayer. Un jour, ça va pas. C'est d'accepter ces deux éventualités et où j'emmène. Alors, moi je rejoindrai un peu Joël en disant que peut-être que nous, on a la chance de pouvoir nous exprimer. Et cette grâce que nous avons eue, pour moi, c'est de donner à nos filles cette possibilité-là. Nous, notre part est révolue. Hein, on a encore quelques belles années à vivre. Mais aujourd'hui, après de ce qu'on a déjà vécu, il faut que notre réalité et notre connaissance du monde extérieur nous pousse à coacher nos filles, à encadrer nos filles, pour que nos filles puissent avoir des voix qui portent aussi. Exactement. Parce que ça, c'est important. Le monde, il est vrai que les femmes ont pris leur place, mais on est encore bien loin de ce qui devrait être. Exactement. Et nos filles qui viennent après nous, elles auront encore à se battre pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir s'imposer. Maintenant, à nous de les aider à porter avec elles ce combat-là et à leur donner déjà la voix maintenant. Maintenant, quel qu'en soit leur âge, même si elles sont petites et autres, mais à vraiment leur forger ce caractère-là pour qu'elles puissent se défendre dans le futur. Sinon, on aura tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'on aura engendré comme expérience n'aura servi à rien. Très bien dit. Merci beaucoup, mesdames. Nous passons maintenant à notre rubrique émotion de Moussoya. C'est la rubrique de la dédicace où vous allez regarder chacune votre caméra et vous adresser à une femme à laquelle vous pensez particulièrement aujourd'hui à la fin de cette discussion. Lui témoigner votre admiration, votre respect, votre reconnaissance avec vos mots, comme vous avez envie de le dire, et une femme qui peut-être, pourquoi pas, ferait partie de nos prochaines invitées dans Moussoya. Donc, je vois par qui je commence. Joël, allez-y. Alors moi, je vais m'adresser à une personne qui a fait le buzz récemment. Donc, je suis d'origine béninoise. Et récemment, le nouveau président de la République, Romuald Wadani, a nommé comme aide de camp une femme, le capitaine Elvire Toupé. Et donc, j'ai énormément d'admiration pour cette dame qui a fait toutes ses gammes dans l'armée, dans la garde républicaine, qui a monté et gravi les échelons jusqu'à avoir la confiance du président de la République pour être son aide de camp. Je crois que je vais parler à Mo Aboudou. C'est une Nigériane. On la surnomme la papesse de l'audiovisuel en Afrique. Les Américains l'appellent la Oprah Winfrey d'Afrique, mais pour moi, elle est beaucoup plus. Parce qu'elle a ouvert la porte. Elle a créé une industrie en Afrique, mais surtout aujourd'hui, elle a ramené des grands studios américains en Afrique. Et elle fait des choses incroyables. Aujourd'hui, elle a 60 ans. J'espère qu'à mes 60 ans, je vais kiffer la life comme ça parce qu'elle a bossé pour ça. Et je pense qu'elle a créé des passions. Elle a montré que dans notre métier, des femmes peuvent bouger les codes, des femmes peuvent réussir, des femmes peuvent créer les codes. Et surtout, les femmes peuvent donner la chance à d'autres femmes de briller et de réussir. Alors moi, je ferai cette dédicace à une femme qui m'a vraiment inspirée sur le plan professionnel, qui a été ma patronne. Je m'adresse à Madame Evelyne Tal, qui est une référence sur le milieu financier panafricain, qui a été directrice générale de Ecobank Sénégal, qui a fait plusieurs filiales et qui a été directrice générale adjointe du groupe Ecobank, et qui, pour moi, qui nous a, nous, toute notre génération, qui nous a permis de prendre conscience que c'était possible, qu'aujourd'hui, une femme peut être à la tête d'une direction générale de banque,
qu'une femme peut avoir une position aussi élevée dans le milieu de la finance et qui continue à nous encadrer. Et Madame Tal, vraiment, je lui dédie souvent ma carrière dans le secteur bancaire parce que pour moi, c'est une référence. Merci infiniment, mesdames. Nous sommes malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est fini trop vite à la fin de notre petit échange. Et j'ai donc envie de savoir, est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on ne puisse se dire au revoir? On va commencer par Joël, comme toujours. Peut-être appuyer la petite dédicace. Ah oui, c'est bien très sûr. drôle parce que tout à l'heure, quand Allez-y. tu étais en train de dire « j'ai connu une femme qui a montré qu'on pouvait avoir de l'autorité avec du calme », c'est son image qui m'est venue à l'esprit. Et c'est vraiment une grande sœur chérie, donc j'appuie. Dédicace appuyée. Allons-y directement pour le mot de fin, comme Sonia le disait. Joël, on commence Alors, avec vous. le mot de la fin, ravi d'avoir fait votre connaissance à toutes. C'était très agréable. Oui. Très agréable. C'était vraiment, j'avais l'impression d'être avec des copines. Et donc, merci. Je découvre l'émission. Et donc, voilà, je pense que vous avez une nouvelle abonnée. Et j'espère. Et puis là, je vais regarder NCI. Donc, Et les films africains. Non, vraiment une très belle expérience. Merci. Et c'est tout l'objectif de Moussoya, de donner l'impression de se retrouver en copine, mais pas qu'une impression, que ça soit vraiment le ressenti. Oui. Sonia? Merci. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour que les femmes s'expriment. Et je pense que avoir l'occasion de parler, ça permet à chacune, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, de faire une pause et de se rendre compte de ce qu'on a fait. Parce que souvent, quand tu es dans le rush, tu sais que tu évolues, mais tu as besoin de t'asseoir un moment pour dire « Ah ouais, j'ai fait ça, en fait. » Et donc, merci. Et puis de rencontrer des gens qui ont 25 ans de métier. J'espère que je vais revenir bientôt avec une jeune qui va dire « J'ai 25 ans de métier. » Oui, et donc, merci. Et d'apprendre aussi de leur métier. Et donc, merci pour l'émission. Et vous avez une abonnée aussi. Vous avez une nouvelle abonnée. Ça fait 2. Est-ce qu'on en aura une troisième? Moi, je suis déjà abonnée. Ah oui. Je découvre tous les jours les podcasts, je ne connaissais pas du tout. Et pour moi, c'est important d'entendre des gens exprimer leur vécu. Vous savez, le partage d'expériences est toujours valorisant pour la personne qui le fait, mais aussi pour la personne qui écoute et qui reçoit. Et aujourd'hui, merci de nous donner cette opportunité de se retrouver avec de belles personnes. On est tout le temps dans notre cercle restreint, mais aujourd'hui, on fait la connaissance de 2 magnifiques personnes avec qui j'ai partagé ce plateau, et surtout de découvrir une expérience tout à fait nouvelle avec Sonia. Et moi, je voudrais juste encourager Sonia à persévérer dans ce qu'elle fait, à persévérer dans ses convictions et à se dire que le chemin peut être difficile, mais au bout, le résultat y est. Et l'objectif, tu dis que tu as déjà atteint ton objectif, mais pour moi, je pense que c'était un premier pas que tu as fait et qu'il y a encore de belles choses à venir devant toi. Et par la grâce de Dieu, tout arrivera à point nommé. Merci encore. C'est tellement bien dit. Je me demande si j'ai encore besoin de faire une conclusion, mais vraiment merci mesdames pour cet échange. Merci pour la profondeur, la sincérité des expériences partagées, l'authenticité surtout. C'est le maître mot, j'ai envie de dire, de Moussoya, parce que ce sont des conversations authentiques, vraies et sincères. Et aujourd'hui, nous retenons vraiment une chose très essentielle, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui va précéder l'action, mais c'est quelque chose qui se construit par la participation, la pratique et aussi par la visibilité, tout simplement. Donc, à toutes celles qui nous écoutent, retenez que votre voix n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre pour avoir de l'importance. Votre présence n'a pas besoin non plus d'être très, très bruyante pour être forte. Vous êtes qui vous êtes, et c'était dans Moussoya qu'on a eu cette discussion. Vous le savez, Moussoya, c'est un espace où les femmes se retrouvent pour s'aider à trouver leur voix et à prendre la place qu'elles méritent. Si cet épisode vous a marqué, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, laissez un petit commentaire et partagez aussi autour de vous. En attendant notre prochain rendez-vous, moi je vous dis prenez soin de la femme que vous êtes, de celle que vous devenez également. Merci et à très vite. Merci pour ce moment unique de partage. Souvenez-vous, nos voix comptent et nos histoires aussi. Retrouvez tous les épisodes de Moussoya en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Moussoya est une production de Plolet de Creative Content and Podcast Factory.